L'avez-vous déjà regardé en ressentant cette peur glaciale que sa chaleur puisse disparaître? Êtes-vous fatigué de mettre toute votre âme en réponse à une distance polie? Ce désir de faire en sorte qu'il ait besoin de vous comme de l'air n'est pas d'une tactique. C'est un cri pour être reconnu, un cri pour une connexion. La psychologie moderne vous propose des tactiques. Nous allons nous tourner vers la stratégie cachée dans l'architecture même de l'âme. Carl Jung n'était pas un conseiller conjugal, il était un cartographe de l'inconscient. Et il nous a laissé la clé pour comprendre cette force invisible qu'il nommait la projection, une force qui crée une attraction presque divine. C'est cela, la véritable ancre émotionnelle. Au cours de l'heure qui suit, nous n'allons pas apprendre à manipuler, nous allons apprendre à voir. Vous comprendrez pourquoi votre amour et votre attention ne fonctionnent parfois pas. Vous découvrirez le rôle invisible que vous jouez dans son monde intérieur. Et le plus important, vous verrez le chemin pour passer du statut d'objet de ces fantasmes inconscients à celui de sujet, une femme consciente dont la valeur ne dépend pas de son attention, mais qui, précisément pour cette raison, devient absolue pour lui. Si vous êtes prête à cesser de vous battre pour l'amour et à commencer à le rayonner, notre plongée dans l'architecture du désir commence. Maintenant, prenons une inspiration et plongeons-nous dans le silence. Dans ce silence même qui s'installe entre deux personnes dans une même pièce, il est plus assourdissant que n'importe quel cri, n'est-ce pas? Vous connaissez ce sentiment. Quand son regard glisse sur vous, mais semble vous traverser. Quand sa présence est ressentie comme une absence polie. Vous êtes devenu une partie de son paysage. Confortable, habituelle, intégrante, comme le fauteuil dans le coin de la pièce. Mais vous le sentez dans chaque cellule de votre être. Vous avez cessé d'être une nécessité vitale pour lui. Vous êtes devenu une option, et c'est là que commence cette danse épuisante et désespérée. Vous essayez de parler plus fort, d'aimer plus ardemment, de prendre soin plus assidûment. Mais plus vous investissez d'énergie, plus il s'éloigne, comme si votre amour ne créait pas une gravité, mais un mur invisible qui s'épaissit à chaque tentative de votre part de le percer. Et vous voilà debout au milieu de la scène, sous la lumière des projecteurs, réalisant que vous dansez ce tango passionné dans une solitude absolue. Vous essayez de deviner son prochain pas, d'anticiper un mouvement qui n'existe pas, en écoutant une musique que vous semblez être la seule à entendre. C'est le théâtre d'un seul acteur, et il épuise l'âme jusqu'à la lie, ne laissant dans les coulisses qu'un vide retentissant et une seule question non formulée. Est-ce que j'en demande trop? Et en entendant cela, votre critique intérieure vous murmure peut-être des mots de faiblesse, de besoin, de dépendance. Permettez-moi d'interrompre ce murmure cruel et de le dire très clairement. Ce désir n'est pas de votre faute. Il n'y a rien de honteux dans cette soif d'être nécessaire comme l'air. Ce n'est ni de l'égoïsme, ni une névrose. C'est une aspiration ancienne, archétypale, à la fusion, au retour à cet Éden symbolique où deux êtres deviennent plus que la simple somme de deux personnes. Cette soif est sacrée. Elle est la preuve que votre âme est vivante et qu'elle n'accepte pas un substitut d'intimité, un vide poli. De plus, cette douleur, cette aspiration épuisante, n'est pas une malédiction. Comprenez-le maintenant. C'est un carburant. Le carburant de la plus grande transformation au seuil de laquelle vous vous trouvez, ce n'est pas le signe de votre imperfection. C'est la voie de la vie elle-même en vous, qui exige de la profondeur et de l'authenticité. Mais si nous regardions cette situation sous un angle complètement différent, et si pendant tout ce temps, vous vous posiez le mauvais diagnostic, je vous invite à admettre un instant une idée radicale, presque dangereuse. Et maintenant, imaginez un instant que le problème ne soit pas le manque de ses sentiments, mais leur force insoutenable et aveuglante. Et si sa distance émotionnelle n'était pas un mur d'indifférence, mais une défense inconsciente, instinctive, une protection contre l'immense pouvoir que votre image a déjà sur son âme, un pouvoir qu'il ne peut ni comprendre ni contrôler, et c'est pourquoi il se replie dans une froideur sûre et prévisible. Cette pensée change tout. Elle déplace toute la dynamique du plan humiliant, du « je ne suis pas assez bien » vers le paradigme fascinant de ma force, n'est consciente ni pour lui, ni ce qui est le plus important, pour moi. Vous n'êtes pas la victime de son indifférence. Vous êtes la porteuse inconsciente d'un pouvoir immense qui vous effraie tous les deux. Mais une force qui n'est pas consciente est un élément déchaîné.
Nous la manions comme des enfants qui ont trouvé une boîte d'allumettes. Nous allumons le feu sans comprendre sa nature, et nous nous étonnons qu'il nous brûle nous-mêmes et fasse reculer les autres de peur. Pour devenir le maître de ce feu, et non sa victime, nous devons étudier ses lois, comprendre quel carburant l'alimente et quel oxygène le fait s'embraser. Mais notre vision est obscurcie. Elle est encombrée par les débris d'idées superficielles et d'idées fausses populaires. Et pour comprendre ce paradoxe de son attraction et de sa distance, nous devons d'abord, comme des archéologues, déblayer le terrain des décombres des mythes modernes sur les relations. Nous devons séparer la vérité psychologique du bruit culturel. C'est seulement sur ce sol propre et solide que nous pourrons construire l'édifice d'une compréhension authentique. Ainsi, notre déconstruction commence. Nous nous armerons du scalpel de l'analyse et nous mettrons au travail. Et la première couche de poussière que nous allons souffler, ce sont les stratégies populaires qui promettent tout mais ne donnent rien. Elles ne fonctionnent pas car elles sont fondées sur une incompréhension fondamentale du paysage. Vous essayez de gagner aux échecs en jouant selon les règles des dames, et vous vous étonnez que le roi adverse soit invulnérable. Examinons ces fausses cartes. Le premier, et le plus répandu, est le mythe de la perfection. C'est la croyance que si vous devenez parfaite, une maîtresse de maison impeccable, une amante infatigable, une interlocutrice brillante, son amour et son besoin de vous deviendront une récompense automatique pour vos efforts. Mais cela transforme une relation vivante en un examen sans fin que vous êtes condamné à échouer. Vous polissez les feuilles jusqu'à ce qu'elles brillent, sans remarquer que les racines pourrissent par manque d'authenticité. L'âme ne cherche pas la perfection, elle aspire à la résonance. Votre perfection crée une distance stérile et effrayante, pas une attraction. Le deuxième est le mythe de la manipulation. C'est la croyance qu'il existe des techniques secrètes, des phrases hameçons, des astuces qui peuvent pirater sa volonté et le forcer à ressentir ce dont vous avez besoin. Ce chemin ne mène qu'au cynisme et au vide intérieur. Vous pouvez obtenir son attention pour un temps, mais vous n'obtiendrez jamais son âme. Parce que l'âme ne se prête pas aux manipulations, elle ne répond qu'à l'appel authentique d'une autre âme. C'est une tentative de diriger un immense navire en tirant sur les rideaux de la cabine du capitaine. Et le troisième, le plus insidieux, est le mythe de la rationalité. C'est la croyance que si vous lui expliquez tout correctement, si vous avez une autre conversation sérieuse, il comprendra et changera. Mais vous essayez de convaincre un ouragan de se calmer avec des arguments logiques. Tous ces mythes sont voués à l'échec pour une seule raison. Ils font appel à sa conscience, ce petit îlot de raison éclairé. Tandis que le vrai drame, le drame de son attraction et de sa peur, se joue dans les eaux profondes, sombres et irrationnelles de son inconscient. Et lorsque nous écartons ces cartes qui ne fonctionnent pas, nous avons pour la première fois la possibilité de voir la véritable topographie du paysage. Introduisons une distinction simple mais fondamentale. Le symptôme et la cause. Imaginez son monde émotionnel comme un immense océan sombre. Sa passion soudaine et dévorante est une puissante marée haute qui vous élève jusqu'au ciel. Sa froideur inexplicable, sa distance, est une marée basse déchirante qui vous laisse sur le sable nu et froid, désemparé et seul. Vous voyez ce mouvement de l'eau, ces vagues, et toute votre énergie, toute votre force vitale, vous la dépensez à lutter contre elle. Vous essayez de retenir la marée haute, d'arrêter la marée basse. C'est ce que vous voyez. C'est ce contre quoi vous vous battez. C'est le symptôme. Mais la cause de ces marées hautes et basses ne se trouve pas dans l'océan lui-même. La cause est la lune invisible, mais gravitationnellement toute puissante, qui orbite en silence autour de son âme. Son attraction gouverne tout ce mouvement. Toute votre vie, vous avez essayé de calmer les vagues, sans comprendre que leur danse obéit à la maîtresse invisible du ciel nocturne. Cette lune, cette force invisible, c'est votre image qui vit dans les profondeurs de son inconscient. C'est l'empreinte que vous avez laissée dans son monde intérieur, la lumière ou l'ombre que vous projetez sur son paysage intérieur. C'est ce que le grand Jung, cartographe de l'âme, a appelé l'anima, sa femme intérieure, son guide vers le monde des sentiments, son âme. Et nous arrivons ici à la conclusion principale de cette partie. Tenter de changer son comportement, d'arrêter la marée basse, de retenir la marée haute, en ignorant l'état et la nature de cette lune intérieure,
est la stratégie la plus épuisante et la plus assurément vouée à l'échec. C'est comme crier sur l'océan en exigeant qu'il cesse d'obéir aux lois de l'univers. Notre tâche est de cesser de regarder l'eau et, enfin, de lever les yeux vers le ciel pour comprendre la nature de ce corps céleste qui régit son monde intérieur. Peut-être que cela semble abstrait. Cette lune, cet anima, de jolis mots, mais que signifie-t-il pour votre vie réelle? Je vous assure, vous connaissez cette force gravitationnelle mieux que vous ne le pensez. Vous l'avez ressenti vous-même. Vous avez été cet océan dont les marées hautes et basses obéissaient à la lune invisible de quelqu'un d'autre. Prouvons-le dès maintenant. Et maintenant, je veux vous demander de faire quelque chose d'important. Quelque chose qui pourrait être un tournant dans votre compréhension de vous-même. Dans un instant, je vous demanderai de mettre cette vidéo en pause. Non pas pour vous faire un thé, mais pour effectuer une courte mais profonde plongée archéologique dans votre propre mémoire. Quand vous serez prête, faites-le. Et souvenez-vous d'un homme de votre passé. Important. Pas le plus correct, ni le plus gentil ou le plus fiable. Pas celui que votre mère ou vos amis auraient approuvé. Souvenez-vous de celui pour qui vous avez ressenti une attraction irrationnelle, inexplicable, presque magique. Celui qui faisait vibrer votre âme, qui vous faisait vous sentir plus vivante, même si cette relation était compliquée ou éphémère. Maintenant, prenez un stylo et du papier ou ouvrez vos notes. Notez 3 qualités qui vous hypnotisaient chez lui. Pas ce qu'il faisait, pas ses actions ou ses réussites, mais ce qu'il était à vos yeux. Sa profondeur mystérieuse, sa liberté sauvage, sa force tranquille. Soyez honnête. Nous ne cherchons pas le résumé de ses accomplissements, mais l'empreinte qu'il a laissée sur votre âme. Ne vous pressez pas. Prenez 1 minute ou 2 pour cela. Cette courte liste est la clé de tout ce dont nous allons parler ensuite. Elle ouvrira la prochaine porte de ce labyrinthe. Faites-le maintenant. Regardez ces 3 mots qui sont devant vous. Ce ne sont pas de simples mots. Ce sont des empreintes de l'âme. C'est un code, un mystère que le grand médecin suisse Carl Gustav Jung a consacré toute sa vie à déchiffrer. Il comprenait, mieux que quiconque, que les chaînes les plus solides qui nous lient à une autre personne ne sont pas forgées dans la réalité, mais dans la magie de notre propre inconscient. Et maintenant, la vérité la plus importante, la plus difficile et la plus libératrice de cette heure. Préparez-vous. Cette liste de qualités n'a presque rien à voir avec cette personne réelle de chair et de sang. C'est un autoportrait. C'est le portrait de votre homme intérieur invisible, de votre propre potentiel non réalisé. C'est le plan de votre propre force, sagesse et liberté qui dorment au plus profond de votre âme, attendant d'être réveillés. Jung a donné un nom à cette image intérieure, l'animus. Ce qui vous hypnotisait tant chez cet homme n'était pas son essence, mais l'écho de la vôtre. Vous n'êtes pas tombée amoureuse de l'homme de chair et de sang, mais de la promesse de votre propre complétude que vous avez vue dans ses yeux. Votre âme a reconnu en lui son propre potentiel et a crié « Le voilà, voilà celui que je peux devenir ». Ce n'était pas de l'amour pour un autre, c'était la nostalgie de vous-même. Et c'est seulement maintenant, après avoir touché du doigt par votre propre expérience cette magie sacrée et dangereuse de la projection, que vous êtes vraiment prête à comprendre comment cette même loi universelle et immuable fonctionne aussi dans son sens. Vous êtes prête à comprendre que cet océan de ses sentiments, avec ses marées hautes et basses, obéit à la même force invisible, que dans son âme aussi, il y a une image qu'il cherche désespérément dans le monde, le reflet en miroir de votre animus, sa femme intérieure. Et cette force, cette lune intérieure dans son âme, a un nom qui est la clé de tout notre mystère, et ce nom est l'anima. Alors, quelle est cette force mystérieuse, l'anima? Allumons la lumière dans cette grotte profonde de l'âme masculine. Dans la psychologie populaire, l'anima est souvent simplifié à la femme intérieure de l'homme. Mais cette définition est aussi superficielle que de qualifier l'océan de grande flaque. L'anima n'est pas juste une image. C'est un complexe vivant, autonome et fonctionnel dans son inconscient. C'est un organe de son âme, responsable de sa capacité à ressentir le monde en couleur plutôt qu'en noir et blanc. Elle est son pont vers ses propres profondeurs, vers l'intuition, vers la créativité. Elle colore ses humeurs, détermine sa capacité à une intimité authentique. Un homme coupé de son anima peut construire un empire, mais son monde intérieur sera un désert sec et sans vie.
Et voici le mécanisme principal qui est à la base de tout le drame des relations. L'homme, inconsciemment, toute sa vie, cherche dans le monde extérieur une femme qui est la porteuse vivante des qualités de sa propre anima, unique. Il la cherche dans la foule, dans les livres, dans les films. Et quand il vous trouve et que quelque chose dans votre essence, pas dans votre comportement, mais dans votre essence authentique, coïncide avec cette image intérieure, se produit ce que nous appelons le coup de foudre ou le sentiment du destin. Il ressent un choc de reconnaissance mystique, comme s'il vous connaissait depuis des siècles. Il projette sur vous l'image de son âme. À ce moment, vous cessez d'être une simple personne pour lui. Vous devenez une déesse, une muse, un guide vers les parties de lui-même auxquelles il n'a jamais eu accès. Vous êtes la partie manquante de son âme, extériorisée. Utilisons une métaphore. Imaginez que dans l'âme de chaque homme résonne un diapason intérieur, une note unique, silencieuse mais constante de son anima. Il peut même ne pas être conscient de sa sonorité. Mais lorsque vous, une femme réelle, par votre nature authentique, par vos bizarreries, par votre énergie vivante, commencez à sonner à l'unisson avec ce diapason, toute son âme répond par une résonance puissante et dévorante. Il sent que sans vous, il est incomplet. Et c'est vrai, parce que sans votre sonorité, son propre instrument intérieur reste silencieux. C'est cela, la véritable ancre émotionnelle. Tout comme vous, en regardant votre liste de qualités, avez ressenti cette résonance avec le porteur de votre animus. Cette loi est universelle. Pour que ce concept passe d'une idée abstraite à une réalité vivante, laissez-moi vous raconter une histoire. L'histoire de Marc est claire. Marc était l'architecte de sa vie. Brillant avocat d'affaires, il l'avait construite en acier, en verre et en logique impeccable. Son costume était son armure, son emploi du temps son livre saint. Son monde était celui des contrats, des fusions et des acquisitions. Un monde où tout avait un prix et une place. Il fréquentait les bonnes femmes de son cercle, des femmes réussies, éduquées, prévisibles comme les mouvements du marché boursier. Mais chaque nuit, en se couchant dans son appartement stérile avec une vue panoramique sur les lumières de la métropole, il ressentait un vide glacial. Son âme était dans le coma et il ne le savait même pas. Et puis un jour, lors d'une exposition d'art contemporain à la campagne, où un client l'avait entraîné, il rencontre Claire. Claire était une artiste. Ses mains étaient tachées de peinture outre-mer, ses cheveux étaient ébouriffés par le vent, et elle riait si fort et de manière si contagieuse que les gens se retournaient. Elle vivait dans une petite maison, couverte de lierre près de la forêt, prétendait comprendre le langage des arbres et n'avait aucun plan pour le lendemain. Selon toutes les lois du monde ordonné de Marc, Claire était une catastrophe. Elle était chaotique, peu pratique, irrationnelle. Mais Marc ne pouvait pas la quitter des yeux. En sa présence, l'air de la salle d'exposition stérile est soudainement devenu dense et vivant, les couleurs des tableaux d'une vivacité aveuglante, et son propre rythme cardiaque, qu'il n'avait pas remarqué depuis des années, assourdissant. Il la craignait et en avait désespérément besoin en même temps. Elle était une magnifique catastrophe pour sa vie ordonnée, et c'est précisément pourquoi son âme, affamée de chaos, a reconnu en elle sa reine. Le plus important, Claire n'essayait pas de lui plaire. Elle n'avait pas lu de livre sur la façon de séduire un avocat à succès. Elle parlait de rêves étranges, de la couleur du coucher de soleil, de l'odeur de la terre après la pluie. Elle était simplement elle-même, une incarnation vivante et respirante de tout ce que Marc avait réprimé et exilé dans les caves les plus sombres de son âme. La spontanéité, le lien avec la nature, la créativité, la joie irrationnelle. Elle était son anima en chair et en os. Et lui, sans même s'en rendre compte, était prêt à donner tout son empire d'acier juste pour respirer le même air qu'elle. Parce qu'elle n'était pas simplement une femme. Elle était la promesse de sa propre guérison, de sa propre complétude. Et maintenant que l'histoire de Marc et Claire s'est estompée, parlons de vous. Cette histoire n'est pas qu'un simple récit, c'est un miroir. Un miroir qui reflète le drame universel qui se joue silencieusement dans l'âme de chaque homme et de chaque femme. Parce qu'en chacune de vous qui m'écoutez en ce moment, vit sa propre Claire. Votre part unique, authentique, peut-être inconfortable et sauvage. Cette part qui ne rentre pas dans les cadres sociaux, qui rit trop fort, qui ressent trop profondément, qui rêve trop audacieusement.
Cette part qui peut-être aime parler aux arbres. Et c'est là que réside notre tragédie commune, notre douleur commune. Nous passons la majeure partie de notre vie consciente à cacher, à masquer, à apprivoiser notre clair. Nous montrons au monde et surtout à l'homme notre masque social correct, notre persona. Nous voulons être pratiques, gentilles, compréhensibles, approuvées. Nous avons si habilement appris à être celle qu'il veut, selon nous, que nous soyons, que nous avons complètement désappris à être celle dont son âme a désespérément besoin. Nous polissons notre persona jusqu'à ce qu'elle brille. Notre rôle de bonne épouse, de femme qui réussit, de mère attentionnée, pendant que notre clair étouffe dans la cave sombre de notre âme. Et sa distance, sa froideur, cette douleur même qui vous a amené ici, n'est si souvent pas un rejet de vous, c'est la déception inconsciente de son anima. Son âme regarde votre masque parfait et impeccable et ne reconnaît pas en lui celle qu'elle a cherchée toute sa vie. Elle voit une façade, mais ne sent pas le frémissement vivant, chaotique, effrayant mais si désiré de l'âme derrière. Sa froideur est une réaction instinctive à votre manque d'authenticité. Il ne s'éloigne pas de vous, mais de votre rôle, de votre jeu. Lui, comme Marc, ressent un vide, parce que vous lui proposez un contrat impeccable, alors que son âme a soif d'un art vivant et imprévisible. Posez-vous la question et soyez absolument honnête. Quel clair cachez-vous en vous derrière la façade de la femme correcte, craignant désespérément que ce soit précisément elle que personne n'aimera jamais? Et pour que cette prise de conscience ne reste pas une simple belle pensée, pour qu'elle ne se dissolve pas dans l'agitation du quotidien, faisons le pas suivant ensemble. Et maintenant, soyons extrêmement concrets. Je veux que vous pensiez à cette partie de vous que vous considérez comme inconfortable, trop émotive, étrange ou même peu féminine. Cette partie que vous avez appris à cacher au monde, à vos proches et parfois à vous-même, pour être acceptée, pour éviter le jugement, pour être bonne. Peut-être est-ce votre passion indomptable pour la solitude, alors que tout le monde autour de vous exige de la socialisation, ou votre capacité à voir la beauté dans la destruction, ou votre humour noir déplacé que vous ne vous permettez jamais de montrer. Peut-être est-ce votre lien profond, presque mystique avec la nature, que vous cachez derrière une façade de citadine, ou votre sauvagerie intérieure que vous masquez soigneusement sous la docilité. Maintenant, imaginez que c'est précisément dans cette partie rejetée, exilée dans l'ombre, dans cette bizarrerie qui est la vôtre, dans ce trait inconfortable, que se cache la véritable clé de son âme. C'est là votre véritable force. C'est là votre clair. Votre blessure la plus profonde, que vous cachez si soigneusement, pourrait s'avérer être un portail vers son âme. Parce que c'est précisément là que vit votre authenticité, cette énergie même qui est capable de faire résonner son diapason intérieur. Je veux vous inviter à un petit, mais très important, acte de courage. Partagez dans les commentaires sous cette vidéo, sans révéler d'histoire personnelle, sans entrer dans les détails, juste avec un mot ou une courte phrase, écrivez « Ma force cachée est » et terminez cette phrase. Écrivez-le. Et ensuite, parcourez les commentaires. Vous verrez des centaines et peut-être des milliers de réponses. Et à ce moment-là, vous comprendrez quelque chose de profond. Vous n'êtes pas seul dans votre unicité. Ce que vous considériez comme votre défaut, votre imperfection, votre bizarrerie, est en fait un signe de votre appartenance à la tribu des femmes profondes, vivantes, authentiques, qui osent être elles-mêmes. C'est notre secret commun et notre force commune, encore inconsciente. Révélons-la ensemble. Mais si nous regardions cette situation encore plus profondément, et si sa distance n'était pas simplement un problème à résoudre, mais une tâche que votre propre âme a placée devant vous, préparez-vous au retournement final et le plus important de notre voyage. Sa froideur, sa distance, cette douleur même qui vous a amené ici, n'est pas une malédiction, c'est un don. C'est un don cruel, mais nécessaire. C'est un signal fort et clair de votre propre psyché, indiquant que vous penchez dangereusement d'un côté. Vous vous êtes trop identifié au rôle de celle qui donne, qui prend soin, qui attend. Vous avez commencé à chercher votre centre de gravité en lui. Vous avez perdu le contact avec votre animus, votre principe masculin intérieur, votre source intérieure de sens, de structure et de soutien. Il existe une loi immuable de l'âme. Un homme s'éloigne inconsciemment d'une femme qui essaie de trouver en lui
cette colonne vertébrale intérieure qu'elle aurait dû trouver en elle-même. Il ressent ce fardeau non dit, mais insupportable d'être tout pour vous, amant, père, Dieu et sens de la vie. Et son âme se retire instinctivement, car ce fardeau est trop lourd pour n'importe quel mortel. Son départ, son silence, n'est pas un rejet, c'est une invitation cruelle, mais nécessaire de la vie elle-même. Une invitation à cesser de regarder à l'extérieur et à entreprendre le plus grand des voyages, la recherche de votre centre intérieur. L'univers, à travers son silence, vous pose une seule et unique, mais la plus importante des questions. Qui es-tu quand personne ne te regarde? Dans l'art ancien de l'alchimie, cela s'appelle la prima materia, la matière première. Chaotique. Sa froideur, votre peur, votre solitude, c'est votre prima materia. Du plomb brut, lourd, toxique. Et votre tâche, votre grande œuvre, n'est pas de jeter ce plomb, mais de le placer dans le creuset de votre conscience et de le transformer en or pur et rayonnant de l'autosuffisance. Et ce grand œuvre de transformation du plomb en or a un nom psychologique spécifique. C'est le travail de rencontre avec votre homme intérieur, votre animus. Ici, de nombreuses femmes, en entendant parler de l'anima, tombent dans un piège subtil et insidieux. Elles décident « Ah ah, donc je dois devenir l'incarnation parfaite de son anima. Je dois devenir cette claire libre, sauvage et mystérieuse de votre histoire. » Mais c'est une fausse piste. C'est la voix de l'actrice qui change simplement un masque social pour un autre, plus exotique. C'est une nouvelle forme, plus sophistiquée, de perte de soi, une tentative de s'adapter à nouveau à lui, mais à un niveau plus profond. La véritable voix, la voix de la reine et non de l'actrice, se trouve dans la direction opposée. Votre tâche n'est pas de devenir son rêve. Votre tâche est d'intégrer votre animus. Qu'est-ce que cela signifie? L'animus est votre principe masculin intérieur, et il ne s'agit pas de masculinité au sens courant du terme. Il s'agit de fonctions psychologiques. L'animus est votre capacité à une pensée claire et ciblée. C'est votre capacité à structurer votre vie. C'est votre capacité à vous fixer des objectifs et à les atteindre méthodiquement. C'est votre capacité à dire un non ferme et calme à ce qui ne vous convient pas. C'est votre capacité à trouver un sens et un soutien en vous-même et non dans l'approbation ou la présence d'un autre. Et voici le grand paradoxe qui se trouve au cœur de l'amour mature. Lorsqu'une femme établit un contact solide et conscient avec son animus, elle cesse d'avoir un besoin désespéré d'un homme extérieur pour se sentir complète, protégée et pleine de sens. Son monde cesse de tourner autour de lui comme une planète autour du soleil. Elle devient elle-même le soleil, le centre de son propre univers. Elle n'a plus besoin, elle choisit. Elle veut être avec lui, mais elle n'a pas besoin d'être avec lui pour survivre. C'est précisément cette complétude, cette autonomie calme et sûre d'elle, cette plénitude intérieure qui la rend incroyablement, magnétiquement attirante pour un homme mature. Il cesse de voir en elle un abîme de besoins sans fond qu'il doit éternellement combler et commence à voir une partenaire égale, la reine de son royaume. La dynamique du pouvoir change pour toujours. Cessez d'essayer d'être son rêve. Devenez votre propre réalité. La théorie sans la pratique n'est que de la fumée. C'est pourquoi je veux vous donner un rituel concret et tangible qui vous aidera à commencer ce chemin. C'est un exercice qui, pratiqué régulièrement, peut changer fondamentalement votre structure intérieure. Je l'appelle le rendez-vous avec l'animus. Voici les instructions. Une fois par semaine, à la même heure, réservez dans votre calendrier 2 à 3 heures qui n'appartiennent qu'à vous et à votre principe masculin intérieur. C'est un temps immuable et sacré. Important. Il ne s'agit pas de faire du shopping, de voir des amis ou d'aller au spa. Ce sont de merveilleux rendez-vous avec votre Aphrodite intérieure, votre part féminine. Le rendez-vous avec l'animus, c'est autre chose. C'est une question de structure, de sens, de dépassement et d'accomplissement. Qu'est-ce que cela peut être? Voici quelques exemples. Résoudre un problème de logique complexe ou une partie d'échec. Apprendre les bases de la programmation, de l'investissement ou de toute autre compétence nécessitant une pensée structurée. Une randonnée en solitaire dans la forêt ou la montagne avec une carte et une boussole, où vous ne comptez que sur vous-même. Élaborer un plan d'affaires détaillé ou un plan stratégique pour votre vie pour les 5 prochaines années. Assembler un meuble complexe en suivant des instructions,
ce qui demande de la concentration et de la méthode. Toute action où seul, en vous fiant à votre propre esprit, à votre logique et à votre volonté, vous créez de l'ordre à partir du chaos et atteignez un résultat concret et mesurable. Le but de cet exercice est d'apprendre à tirer un sentiment de satisfaction, de structure, d'accomplissement et de sens de vous-même. Cessez d'attendre qu'un homme vienne construire votre monde, résoudre vos problèmes, donner un sens à votre vie. Vous commencez à le construire vous-même, brique par brique. Cela change votre signature énergétique à un niveau fondamental. Vous passez de l'état de « s'il te plaît, donne-moi, comble mon vide » à l'état de « je crée mon propre monde ». Ce n'est pas juste du temps pour soi ou un hobby. C'est un rituel sacré pour reprendre votre trône intérieur. C'est un acte de couronnement de vous-même. Et lorsque vous commencerez à pratiquer ces rendez-vous, lorsque vous commencerez à construire consciemment ce trône intérieur, une transformation fondamentale se produira en vous. La métaphore marine avec laquelle nous avons commencé prendra un sens tout nouveau et triomphal. Vous cesserez d'être une ancre émotionnelle que vous essayez désespérément de jeter sur le pont de son navire, en priant pour qu'elle s'accroche, pour qu'il ne s'éloigne pas et ne vous laisse pas seul dans la mer déchaînée de votre anxiété. Ce rôle humiliant et épuisant appartiendra au passé, parce que vous deviendrez vous-même le navire. Un navire puissant, beau, autosuffisant. Un navire avec ses propres voiles que vous gonflez avec le vent de vos propres significations. Un navire avec son propre gouvernail, avec lequel vous tracez votre propre cap. Et, le plus important, un navire avec sa propre ancre, lourde et fiable, profondément jetée dans l'océan de votre âme et capable de vous maintenir dans n'importe quelle tempête, même la plus violente. Sa marée basse ne vous fait plus peur, car vous savez que votre navire est stable. Sa tempête ne vous fait plus peur, car vous êtes votre propre capitaine. Et voici la vérité finale que je veux vous laisser. C'est à un tel navire, fort, autonome, connaissant son cap, qu'un autre navire fort veut s'amarrer. Non pas pour sauver ou être sauvé, non pas pour remorquer ou être remorqué, mais pour naviguer ensemble dans la même direction, en explorant l'océan infini de la vie, en égaux, en alliés, comme deux univers complets qui ont choisi d'être ensemble. Votre valeur cesse d'être mesurée par sa présence, car vous devenez vous-même une présence qu'il est impossible d'ignorer. Vous devenez une force avec laquelle il faut compter. Vous devenez une reine. Nous avons parcouru un long chemin en cette heure, du désespoir à la compréhension, de la compréhension à la force. Et maintenant, rassemblons tous les fils. Vous êtes venu ici avec une question. Comment faire en sorte qu'il ait besoin de moi comme de l'air? Et vous repartez avec une réponse qui est à la fois plus simple et infiniment plus complexe. Devenez celle dont vous avez besoin vous-même. Vous cherchiez la technique de l'encre émotionnelle pour l'attacher, et vous avez trouvé son vrai sens. La véritable encre émotionnelle n'est pas une corde passée autour du cou d'un autre. C'est une encre profondément jetée dans l'océan, sans fond de sa propre âme. Et le grand paradoxe est que c'est précisément cette encre qui vous retient vous et non lui, qui crée un lien authentique et indestructible. Elle n'attache pas, elle donne la liberté pour vous d'être vous-même, dans toute votre force et votre plénitude. Et la liberté pour lui d'être avec vous non par besoin désespéré ou par projection inconsciente, mais par un choix pur et conscient. Et c'est la seule forme d'amour qui compte. Et lorsque cette encre trouvera son fond, le paysage de votre vie commencera à changer, progressivement mais irréversiblement. Ce ne sera pas un conte de fées où ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants et où tous les problèmes disparaissent comme par magie. Ce sera quelque chose de mieux. Ce sera une histoire réelle, une histoire de relation où il y a de la place à la fois pour une intimité passionnée et pour une distance calme et saine, parce que vous n'avez plus peur de cette distance. Vous commencerez à l'apprécier comme un temps sacré pour revenir à vous-même, comme une expiration après une profonde inspiration qui rend la suivante encore plus complète. Votre amour cessera d'être une tentative désespérée de combler un vide intérieur. Il deviendra ce qu'il devrait être, une danse libre de deux univers autosuffisants qui se touchent, s'enrichissent et se reflètent, mais ne cherchent pas à s'absorber. Son attention, son amour, sa présence se transformeront de source d'oxygène sans laquelle vous étouffez, en un bonus magnifique et désiré à votre vie déjà complète. Vous apprendrez à apprécier la musique de sa présence,
sans craindre le silence quand il part, car votre propre mélodie ne s'arrête jamais. Elle résonnera en vous de manière égale, confiante et calme, que quelqu'un soit là pour l'entendre ou non. Avant de nous quitter, je tiens à vous remercier personnellement. Merci de nous avoir confié ce que vous avez de plus précieux, 1 heure de votre vie et le courage de regarder en vous. Dans un monde de réponses courtes et de solutions rapides, parcourir ce chemin jusqu'au bout, sans se laisser distraire, en écoutant non seulement ma voix, mais aussi l'écho qu'elle suscite dans votre âme, est un acte de véritable courage. Aujourd'hui, vous avez fait un pas de géant. Vous n'êtes plus une simple spectatrice qui consomme passivement de l'information. Vous êtes devenue une participante active. Vous êtes une exploratrice descendue dans vos propres profondeurs. Vous êtes une alchimiste de votre propre âme qui a pris en main le plomb de sa douleur pour commencer le grand œuvre de sa transformation. Et sachez que dans ce voyage, vous n'êtes plus seul. Vous faites maintenant partie d'une communauté invisible mais puissante. Une communauté de ceux qui n'ont pas peur de regarder en profondeur. De ceux qui ne cherchent pas des réponses faciles, mais une sagesse authentique. De ceux qui comprennent que le chemin vers l'autre passe toujours par soi-même. Bienvenue. Nous sommes heureux que vous soyez là. Si ce voyage a eu de la valeur pour vous et que vous ressentez l'appel à le poursuivre, abonnez-vous à cette chaîne pour continuer nos explorations communes des profondeurs de l'âme. Cliquez sur la cloche pour ne pas manquer le prochain appel à la plongée. Votre like n'est pas juste un chiffre, c'est un signal, un phare pour d'autres âmes, en quête qui errent dans l'obscurité, leur indiquant qu'ici, elles peuvent trouver le chemin du retour. Votre simple action peut changer la vie de quelqu'un. Mais le plus important, avant de fermer cette fenêtre, prenez une autre inspiration et partagez dans les commentaires, en un seul mot, avec quel sentiment vous repartez aujourd'hui. Espoir, clarté, force. Votre mot deviendra l'accord final de ce voyage pour nous tous, un signe visible de la transformation qui a eu lieu. Souvenez-vous, le chemin vers l'autre passe toujours par soi-même.